Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire financement. Quel levier pour financer la décarbonation de votre industrie? Salut Étienne. Bonjour à tous, merci à vous de vous être connectés. Aujourd'hui, on va parler donc de financement. Pourquoi cette thématique aujourd'hui? Il se trouve qu'il y a un peu plus d'un mois, on a organisé notre webinaire sur la sobriété carbone. Et parmi les questions qu'on a posées aux personnes présentes, on leur a demandé quels étaient les principaux freins qu'ils rencontraient lors de la mise en place d'une démarche de décarbonation. Et le principal frein qui est remonté, c'était le financement, et de manière très majoritaire. Donc, on a décidé d'adresser aujourd'hui ce sujet pour essayer de vous donner quelques clés et répondre à vos questions. D'ailleurs, en parlant de questions, si jamais vous en avez, vous avez le chat sur le côté et je vous propose là, en attendant que les dernières personnes se connectent, que justement d'utiliser le chat en nous disant un petit peu d'où vous êtes ce matin, donc quelle région, quel département. Ça nous permettra peut-être, pourquoi pas, d'illustrer un petit peu nos exemples. Donc le chat sur le côté à droite de votre écran, la petite bulle, et n'hésitez pas donc par la suite à bien poser vos questions pour qu'on puisse, à la fin du webinaire, y répondre. On a vu le chat, mais Étienne, il y a aussi d'autres fonctionnalités qu'on va Oui, utiliser tout à pendant ce fait. webinaire. Une à deux reprises pendant le webinaire, on va vous solliciter pour répondre à un sondage, pareil, pour un petit peu illustrer nos exemples. Donc, n'hésitez pas à répondre. Vous verrez une petite notification sur votre droite. Si vous êtes en plein écran, il faut peut-être sortir du plein écran, qui apparaîtra, on vous dira quand, pour répondre à ce sondage. Très bien. Et bien sûr, si jamais vous avez la volonté d'avoir plus de précision, parce qu'en 45 minutes, ça va aller très vite, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « Je veux être recontacté » pour qu'on puisse creuser les sujets que vous avez pour vous accompagner. Et je vois que Grégory a répondu 35, département 62, très bien, 38, 76, donc on a un peu toute la France. Super. 11h02, on va commencer. Ça va être timé, ça va passer très vite. Donc, on y va et on va commencer par se présenter. Et je laisse Étienne, qui vous présentera la première partie de ce webinaire, dire quelques mots sur lui. Oui, alors, pour ma part, donc Étienne Coudard, moi je suis basé à Bordeaux. Je suis en charge du développement commercial de la région bordelaise pour le secteur industrie chez Manergie. Et j'ai également une casquette financement puisque je m'occupe du financement de projets de décarbonation chez nos clients. Et Guillaume Giraudy, j'ai également, comme Étienne, deux casquettes. La première qui est celle de responsable du développement des activités managères industrie, donc sur l'ensemble du territoire français, et celle de référent C2E, dont nous verrons en deuxième partie du webinaire. Pour vous dire un petit peu qui est Manergie, avant de commencer, Manergie, société d'ingénierie et de conseil de 40 ans, qui intervient sur tous les secteurs, collectivités, réseaux de chaleur, établissements de santé, mais surtout industrie. Et vous voyez justement à l'écran quelques-unes de nos références. Safran pour de la récupération de chaleur fatale, l'ISOSAF pour de la biomasse, L'Oréal pour de la géothermie. Donc on est vraiment sur la volonté de faire des projets en lien avec l'énergie. L'équipe industrie, pour vous donner l'ordre de grandeur, sur les 500 collaborateurs que compte Manergie, c'est 35 personnes, 2 équipes, une équipe études, une équipe ingénierie, et avec Étienne, on fait office d'équipe de financement. Un petit sondage pour commencer. L'idée, c'est de savoir un petit peu où est-ce que vous vous situez par rapport au financement de la décarbonation et quels sont les principaux freins que vous pouvez rencontrer. Donc, vous avez un petit sondage qui va apparaître sur votre droite. Vous pouvez prendre 30 secondes, une minute pour y répondre et on va rebondir directement dessus. On vous fait travailler tout de suite un petit peu. Donc les 4 freins qu'on voit, en effet, est-ce que c'est un manque d'expertise en interne, donc vous ne savez pas vers qui vous tournez, en tout cas, vous n'avez pas les réponses possibles? Est-ce que, parce que c'est un métier à part entière, le temps vous manque pour aller creuser ces sujets? Est-ce que c'est, au contraire, un besoin d'accompagnement que vous avez? Et il y a aussi le rôle des institutions qui sont là pour nous aider, mais malheureusement, vous n'avez pas de contact, donc vous ne savez pas vers qui vous tournez.
on voit que pour l'instant, on est plutôt sur la première, le manque d'expertise aux 2/3, besoin d'accompagnement, manque de contact. Manque d'expertise interne, effectivement, de tiers, Guillaume, tu l'as bien dit. Ok, bon, Ça a l'air d'être le principal frein qu'on remonte. On va essayer de vous apporter un peu plus d'expertise, du coup, sur le sujet, pour répondre à vos questions. Impeccable. Donc, Étienne, le sommaire du jour. Au programme aujourd'hui, on va passer rapidement sur les contextes et les enjeux de pourquoi on doit se décarboner et combien ça coûte de se décarboner, avant de rentrer dans le vif du sujet sur les dispositifs de financement en vigueur aujourd'hui, avec 2-3 exemples concrets pour illustrer ces dispositifs. Guillaume vous parlera ensuite des C2E, pareil, avec des cas pratiques pour vous donner quelques exemples. Et on terminera par quelques autres leviers de financiers, donc pas forcément des subventions, des primes, et on verra ça juste après. On prendra une dizaine de minutes de questions en fin de séance pour y répondre directement. Et si on n'arrive pas à répondre à tout, n'hésitez pas à cliquer sur « Je veux vous recontacter » pour qu'on vous recontacte dans les prochains jours. Exactement. On a une volonté de vraiment pouvoir essayer d'échanger, de vous répondre au sein du webinaire. Donc, on va aller relativement vite avec Étienne pour quand même essayer de vous apporter des informations et puis aller aux questions-réponses. Donc, n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions. Alors, c'est parti pour le contexte et les enjeux. Aujourd'hui, comme vous le savez tous, l'Union européenne, dans le cadre de son Green Deal, est engagée vers la neutralité carbone à horizon 2050. Chaque pays transpose cet objectif dans sa législation. En France, ça prend la forme de la Stratégie nationale bas carbone, la SNBC, qui fixe des objectifs secteur par secteur précis pour atteindre d'ici 2030 moins 40% de consommation et d'émissions par rapport à 1990 et la neutralité carbone donc d'ici 2050. Donc ça dessine une trajectoire que je vais vous présenter juste ici. Et le gouvernement a décidé de faire des budgets carbone, des périodes de 5 ans, dans lesquelles il définit effectivement des objectifs. Là, on est au plein milieu du deuxième budget carbone 2024 à 2028, sur lequel la France engage à réduire ses émissions de 9,9 millions de tonnes par an à l'échelle nationale pour atteindre en 2030, donc dans moins de 4 ans maintenant, ces objectifs de moins 40%. Comme je vous le disais, ensuite on retrouve secteur par secteur les objectifs. En début de période, on était à 72 millions de tonnes pour le secteur industriel. On vise 62 millions de tonnes, donc une réduction de 10 millions de tonnes pour le secteur industrie. À noter que l'industrie, c'est peu ou prou 20% des émissions nationales, donc c'est quand même un enjeu stratégique de le cibler pour atteindre nos objectifs nationaux. Alors, on peut se poser la question de déjà combien ça coûte de se décarboner, parce qu'on a des objectifs ambitieux, on met en place des réglementations de plus en plus contraignantes. Prendre quelques exemples, la mise en place de systèmes de management de l'énergie devenus obligatoires pour de plus en plus d'entreprises, des audits énergétiques réglementaires, la F-gaz pour tout ce qui est groupe froid. Donc, il y a des contraintes en face et la question, c'est comment est-ce qu'on finance du coup cette décarbonation pour pas seulement uniquement avoir des contraintes, mais également avoir des solutions. Il y a plusieurs études qui montrent que la décarbonation va coûter entre 14 milliards et certaines études parlent jusqu'à 50 milliards d'euros pour atteindre la neutralité carbone à 2050. Donc, c'est une fourchette très large. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça va coûter cher et que donc, il est intéressant de connaître un petit peu les dispositifs qui vont permettre d'atteindre ces objectifs-là. Dans ce cadre-là, le gouvernement a mis en place le plan d'investissement France 2030. Sur ce plan d'investissement, c'est 5,6 milliards d'euros qui sont directement consacrés à la décarbonation des industriels. Donc, on voit que ces 5,6 milliards d'euros ont un vrai effet de levier pour aller chercher du financement complémentaire, du financement privé, pour rendre des projets économiquement viables. Ces subventions vont permettre en fait d'alléger la charge pour les entreprises et d'avoir des retours sur investissement acceptables. Et ça va prendre plusieurs formes, des appels à projets, des solutions plus ciblées pour les sites fortement émetteurs, du soutien à la R&D également. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de France 2030 et je vais vous prendre 2 exemples ensuite d'appels à projets qui feront partie de ce plan d'investissement.
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà de la décarbonation, il ne s'agit pas uniquement de répondre à nos objectifs climatiques, mais également de voir ça comme un investissement structurant. Quand on se décarbone, c'est l'opportunité de moderniser son industrie. En modernisant son industrie, ça va permettre de réduire nos coûts sur le long terme et donc de gagner en compétitivité et également en souveraineté nationale, étant donné qu'on va en profiter pour réduire nos importations d'énergie fossile. Je vais vous prendre maintenant l'exemple d'un appel à projet qui est actuellement ouvert. Juste avant de rentrer dedans, on a décidé, par rapport au temps qui nous est alloué, plus le fait que, comme vous le savez, autant que moi, aujourd'hui, le budget est un petit peu incertain pour les prochaines années. Donc, on a décidé de se concentrer sur les appels à projets qui sont actuellement ouverts, sur lesquels on a de la visibilité pour le prochain semestre, donc premier semestre 2026. L'appel à projet Decarbflash. C'est un appel à projet qui a été relancé cet automne, c'est sa 3e édition. C'est un appel à projet qui vise les PME et les ETI industriels pour financer des petits projets de décarbonation. Petits projets, je mets ça entre guillemets, puisque tout est relatif, c'est entre 100 000 et 3 millions d'euros la fourchette. Mais ça reste des projets qui se veulent rapides, puisque la mise en service doit se faire dans les 24 mois après la notification du fait que vous êtes lauréat à ce financement. Plusieurs typologies de projets sont éligibles. Les projets de récupération de chaleur fatale, les projets d'efficacité énergétique, donc sur les procédés, sur vos utilités, les projets de modification du mix énergétique, donc ça va être essentiellement des projets d'électrification pour réduire la part d'énergie fossile, les projets d'efficacité énergétique sur le bâtiment, et ça c'est important de noter parce que autant dans le tertiaire et le résidentiel c'est assez commun d'avoir des aides pour le bâtiment, autant pour l'industrie c'est assez rare. C'est effectivement une opportunité pour venir isoler vos bâtiments et gagner en performance thermique tant aujourd'hui l'été, parce qu'on sait que dans les ateliers c'est principalement la principale contrainte est plutôt maintenant l'été que l'hiver, et également gagner en consommation de chauffage d'hiver. Et enfin, des aides pour réduire vos consommations d'énergie fossile via la production d'énergie renouvelable. À noter sur cet appel à projet, c'est un ratio que va regarder l'ADEME, c'est vraiment le ratio d'euros publics investis par tonne de CO2 évité. Ce ratio-là doit être inférieur à 80 €, donc il faut que les projets soient performants d'un point de vue décarbonation pour être éligibles. J'illustre tout de suite avec un exemple. On a accompagné un industriel de l'agroalimentaire, donc une entreprise qui était spécialisée dans la production de plats surgelés, de plats frais, dans un changement de four. Ils avaient prévu de changer leur four au gaz vieillissant par un four électrique pour remplir leurs objectifs de réduction d'émissions en carbone. Et en les accompagnant, on s'est appuyé sur leur audit énergétique pour voir un petit peu quelles autres actions étaient éligibles au Decarbflash. Et on s'est rendu compte qu'il était intéressant et que c'était éligible d'aller mettre en place également des lignes de retour condensat sur le circuit vapeur et sur le circuit de nettoyage en place. Ça a permis de faire certes grossir l'enveloppe de CAPEX, mais d'obtenir une subvention plus importante sur des projets qu'ils auraient étalés autrement dans le temps. Ça a vraiment été un accélérateur pour eux. Et la subvention a permis de couvrir 43% des CAPEX, donc un peu moins de 200 000 € pour un CAPEX de 450 000. Donc on voit que la prise en charge est quand même importante. Elle varie selon la taille de l'entreprise et de la thématique du projet. Les projets de mix énergétique étant mieux aidés, par exemple, que les projets d'efficacité énergétique. Le projet s'étale sur plusieurs étapes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut présenter en amont le projet à l'ADEME pour vérifier son éligibilité. On constitue aux côtés de l'industriel le dossier de subvention, le projet est validé et se passe ensuite la phase travaux jusqu'à sa mise en service. Et à ce moment-là, l'industriel reçoit le solde de l'aide. C'est des projets qui ont permis d'économiser plus de 180 tonnes de CO2 par an, ce qui représentait peu ou prou 20% du bilan carbone de l'entreprise sur son scope 1 et 2. Un autre appel à projet que vous connaissez peut-être, qui est un peu plus répandu parce qu'il existe depuis de nombreuses années, c'est le BCIAT. Donc c'est pour le biomasse, chaleur, industrie, agriculture et tertiaire. C'est un appel à projet qui vise à soutenir les investissements dans les installations de production de chaleur à partir de biomasse. Donc essentiellement les chaudières biomasse pour des productions thermiques supérieures à 12 gigawattheures par an, mais également des projets de pyrolyse ou de pyrogazéification et de méthanisation sous certaines conditions. Ce qu'il faut noter, c'est alors déjà que l'appel à projet sera normalement reconduit au printemps,
avec une date de clôture au 17 juillet 2026. Et que le cahier des charges a évolué par rapport aux années précédentes, puisque maintenant, il faut démontrer une démarche globale d'optimisation énergétique du site. On doit vraiment démontrer qu'on a fait ce qui était utile en amont pour réduire nos consommations, améliorer l'efficacité énergétique et prouver que c'est bien la solution biomasse qui est la plus pertinente pour votre site. Je prends un exemple, si vous consommez de l'eau chaude à 70 ou 80 degrés, c'est peut-être pas la biomasse qu'il vous faut et peut-être d'autres solutions seront plus pertinentes. Par contre, si vous avez des besoins de chaleur constants à plus de 100 degrés, effectivement, ça se justifie plus facilement. Un rapide exemple chez un industriel qui est à cheval entre l'agroalimentaire et le pharma, puisqu'il produit des ingrédients pour ces deux secteurs. On a remplacé une chaudière gaz qui produisait 64 gigawattheures de vapeur par an par une chaudière biomasse de 8 mégawatts. Un capex global de 7 millions d'euros, dont 30% de subventions. Alors, les subventions, c'est un arbitrage qu'on fait. Le projet est théoriquement éligible à plus, mais comme on vous l'a dit, c'est un appel à projet compétitif. Vous êtes en compétition avec d'autres projets. Donc, c'est notre rôle d'accompagnateur d'essayer d'arbitrer et de se positionner au juste milieu pour avoir la meilleure note possible dans les critères de notation de l'ADEME sur la part d'euros publics investis par rapport à la tonne de CO2 évitée. À savoir, il a fallu réaliser dans le cas présent un mix énergétique, une étude de mix énergétique devenue obligatoire dans le cahier des charges actuel pour prouver qu'il est pertinent effectivement de conduire un projet biomasse. Ensuite, le déroulé est assez similaire aux autres appels à projets. On constitue le dossier, on présente le dossier à l'ADEME en amont pour valider les grandes lignes du projet, on fait l'étude technico-économique, on dépose le projet et ensuite 2-3 mois se passent avant l'annonce des lauréats. Contrairement au décarplage, vous avez des aides au fil de l'eau, jusqu'à 60% avant la mise en service, et les 40% suivants sont en fait corrélés à l'atteinte d'une performance sur laquelle vous vous engagez dans votre dossier de subvention. Donc 20% après 2 ans de mise en service et 20% supplémentaires si vous avez atteint vos objectifs, maximum 4 ans après la mise en service. Et si le résultat est assez important en termes de décarbonation, puisqu'on a effacé 15 000 tonnes de CO2, effectivement, on a remplacé 64 gigawattheures de gaz par de la biomasse, donc là, ça a chiffré forcément assez vite. Étienne, on retrouve un peu toutes ces informations dans notre guide financement. Tout à fait. Je passe rapidement parce qu'effectivement, il y a des particularités. Vous pouvez retrouver, alors si vous devrez le voir normalement en sortant du mode plein écran un petit peu en dessous, un lien pour cliquer et télécharger notre guide de financement dans lequel on donne effectivement plus de détails pour rester dans le timing. Un dernier dispositif que je voulais vous parler, alors qui n'en est pas vraiment un, mais en tout cas c'est un levier, c'est de s'appuyer sur les aides régionales. Chaque région joue un rôle significatif dans le financement de la transition énergétique. Certaines régions ont leurs fonds régionaux dédiés, donc il faut aller les solliciter. D'autres se contentent, entre guillemets, de déployer les fonds européens du FEDER, et d'autres ont également la délégation régionale du Fonds Chaleur de l'ADEME. Donc un autre levier de financement important qu'est le Fonds Chaleur, c'est le cas du Grand Est, par exemple, de la Bretagne ou de la Nouvelle-Aquitaine. Vous le verrez, le FEDER a financé 1,8 milliard d'euros quand même de projets dédiés à l'énergie sur la période 2021-2027. Donc, on voit que, alors, je ne sais pas si c'est un peu petit à votre écran, mais que les régions sont plus ou moins bien représentées. L'Auvergne est par exemple très bien représentée, la Bretagne un peu moins, mais toutes les régions bénéficient de ces financements-là. Et il est intéressant d'avoir des interlocuteurs locaux, que ce soit directement auprès de ces institutions ou via des entreprises comme l'énergie pour bénéficier de ces opportunités. Et l'avantage de Manergie, c'est d'être justement implanté localement. Comme vous le voyez sur la carte de France, vous voyez nos 26 agences, donc avec qui nous sommes en lien, que ce soit l'ADEME ou les régions, puisque pareil, d'une région à une autre, pour des industriels qui sont multisites, nous n'aurons pas les mêmes enveloppes à disposition pour des projets. Donc un projet en Nouvelle-Aquitaine ne recevra pas à ISO périmètre le même financement qu'un projet dans le Grand Est. Donc c'est ce qu'il faut aussi appréhender pour des personnes qui ont une vision globale. Tout à fait. Un financement qui n'est pas lié, pour le coup, aux régions, c'est les C2E. Guillaume, je te laisse la main. Exactement. Pour présenter merci Étienne, tout à fait. Justement, avant de commencer et d'aller un petit peu plus loin sur les 3 points là qu'on va rapidement établir sur les 15 minutes avant de passer sur les questions-réponses, on va faire un rapide focus sur qu'est-ce que les C2E, si jamais
parmi nous, il y a des gens qui découvrent ce dispositif. Donc, le standard, le spécifique, quelles sont les différences, comment obtenir justement une valorisation, qu'est-ce qu'une bonne valorisation, comment l'obtenir. On intervient Manergy sur ce sujet, en tout cas, on va vous montrer comment on y répond, et comment, globalement, entre cette expertise technique que nous avons et l'aspect financement, comment est-ce qu'on englobe tout ça. Et n'hésitez pas, bien sûr, à cliquer sur « Je vais être contacté » si vous avez des questions très précises. Mais avant de continuer, pour un petit peu pouvoir adapter le discours, deuxième sondage. Donc, on clique sur la droite, et là, vous voyez, on va vous demander un petit peu de nous donner votre avis sur votre niveau de connaissance des C2E. Est-ce que j'ai pu voir parmi les personnes connectées qu'il y avait déjà des gens qui connaissaient bien le dispositif. Peut-être que pour d'autres, il y a justement des zones d'ombre. Ou dans le cas où vous avez des installateurs qui interviennent, vous leur laissez justement gérer un petit peu ce sujet par manque de temps ou manque d'expertise. Ça rejoint un peu la première question. Et si jamais on a peut-être des industriels retraités, CEE, c'est pour vous la Communauté économique européenne. On vous laisse quelques secondes. Ah, ça y est, les premières réponses commencent à apparaître. Ouais. A priori, vous connaissez, mais pas parfaitement. On va donc essayer d'améliorer un petit peu votre niveau de connaissance. Très bien. Donc, on va quand même aller assez vite. Je vois qu'il y en a des personnes qui le connaissent. Le dispositif qu'il finance, c'est souvent qu'il finance et quelle visibilité on a sur ce dernier. On pourrait penser que ce sont les impôts, l'État, mais l'État joue ici le rôle plutôt de régulateur. Et depuis 2005, après le vote de la loi POP, oblige les fournisseurs d'énergie à financer les opérations d'efficacité énergétique. C'est pour ça qu'on les appelle les obligés, à savoir tous ceux qui mettent de l'énergie sur le marché, donc les majors comme Total, Total Energy, EDF, Engie, les exploitants, mais aussi ceux qui, comme vous le voyez, chez qui on va peut-être pour la plupart faire le plein d'essence, Leclerc, Carrefour ou encore Auchan, ça concerne vraiment toutes les énergies, selon un seuil qui est défini justement par arrêté. Une fois qu'on a défini justement qui allait payer ces opérations de l'efficacité énergétique, il faut savoir qu'elles s'appliquent bien sûr à l'industrie, mais aussi au résidentiel, au tertiaire, à l'agriculture et au réseau de chaleur. Sachez que pour la petite histoire, qui le finance, les industriels ne le financent pas, donc il n'y a pas de facture de petites lignes associées au C2E, ce sont les particuliers et les acteurs du tertiaire. Donc finalement, on le finance quand même, pas par des impôts, mais d'une autre façon. Et donc, quand vous allez à la pompe à essence, dans votre litre, vous avez une part qui vient financer les C2E. Si maintenant on fait le point sur le standard et le spécifique, pour la plupart, on connaît tous le standard, c'est pour l'industrie, 33 fiches sur les 211 que compte le dispositif. Côté spécifique, c'est justement une opération qui, selon vous, génère beaucoup d'économies d'énergie, mais il n'y a pas de forfait, il n'y a pas de calcul. Donc, comment est-ce qu'on fait pour le traduire en prime C2E? C'est tout l'intérêt du spécifique. Aujourd'hui, d'après notre expérience, pour pouvoir monter un dossier qui représente un certain coût, et en termes de durée également, il faut au moins que vous ayez, en termes d'économie d'énergie finale, 2 gigawattheures à peu près par an. C'est à peu près l'ordre de grandeur qu'il faut avoir. Et sinon, appelez-nous pour qu'on puisse ajuster et vous donner les marches à suivre pour aller plus loin dans le dossier. Et il y a également des supports qu'on appelle les lignes directrices harmonisées. Celles-ci, ce sont des opérations qui sont déjà cadrées pour lesquelles ça permet d'aller beaucoup plus vite dans l'instruction du dossier. Une fois qu'on a fait ça, on a justement le calcul de prime. À partir de ça, comment est-ce qu'on le fait? Pour le standard, on se base sur des forfaits. Donc, je pense que là, d'après le sondage, vous connaissez un petit peu le dispositif, donc vous avez déjà vu à quoi ressemble une fiche. Une fois qu'on a les bons paramètres, on fait des multiplications, donc on obtient assez facilement ce calcul. Parfois, la complexité réside dans quelle valeur prendre quand cette valeur est technique, et c'est là où l'expertise Manergy intervient. Et pour le spécifique, on est vraiment sur les économies générées et qu'on obtient en prime C2E en multipliant par un certain coefficient correspondant à l'opération. Il y a cependant des contraintes administratives et ou techniques. Pour le standard, certaines fiches, et maintenant ça fait partie aussi des contrôles
qui vont être renforcées pour la période à venir, la 6e période, des notes de dimensionnement, donc faites par des bureaux d'études ou en tout cas qui ont les qualifications nécessaires. Pour le spécifique, on est également sur des situations avant-après travaux, situation initiale, situation référence, et avec surtout une contrainte de TRB, donc de temps retour brut, qui doit être supérieur à 3 ans. Donc ça, c'est vraiment l'indicateur à regarder. Si forcément l'opération est trop intéressante, vous faites trop d'économies, il n'y aura pas de C2E spécifique. Et pour conclure un petit peu, pour que vous ayez vraiment le panel sur ce comparatif, sur le standard, l'avantage, comme c'est standard, ça va plus vite. Donc une fois que les travaux sont terminés, la prime est perçue 2 mois après, 2-3 mois après la fin de travaux. Le spécifique, lui, est un peu plus long, puisque la prime va être recalculée à partir des économies réellement générées. Donc, vous avez 6 à 12 mois de mesure, suivi, là aussi, de 6 à 12 mois d'instruction. Donc, c'est beaucoup plus long. Mais en général, les économies en valent le coup. Donc, c'est quelque chose qu'on regarde vraiment dès le dossier technique et administratif. Maintenant, si on fait le focus sur l'industrie, pour rappeler un petit peu les fiches, vous avez les utilités sur la gauche, donc l'enveloppe, le bâtiment. Comme l'a dit Étienne, vous avez des cartes flash pour venir justement financer ces opérations, parce que quand on regarde les fiches C2E, à part avoir un site en Outre-mer, malheureusement en métropole, il n'y a pas de financement associé. Également pour les luminaires, avec la mode un peu du passage en LED qui est maintenant passé, c'est pour ce côté enveloppe bâtiment, avec les enjeux des derniers étés qu'on a vécu, où il fait très chaud, où les conditions de travail peuvent être impactées. Regardez côté des cartes flash pour vraiment développer ce projet. Côté thermique et froid, c'est là où on en retrouve davantage. Sur la thermique, on reste sur des équipements d'économie, de récupération de chaleur. Je pense notamment aux chaudières sur les économiseurs ou les condenseurs. Il reste encore l'isolation de conduits. Et 3 fiches qui ont fait leur apparition en 2025. Donc le stockage à partir de chaleur fatale, l'installation de pompes à chaleur en réhausse et la conversion de chaleur fatale en électricité ou air comprimé. L'intérêt de ces fiches, c'est qu'elles ont vu une bonification, donc multipliée par 2 sur le volume, pour tout engagement, donc depuis le début de l'année, et qui se poursuit sur 2026. Sur le froid, certains d'entre vous qui connaissent bien l'une des fiches phares du dispositif, qui est la récupération de chaleur sur groupe froid, donc c'est vu être abrogé, justement parce que trop intéressante par rapport à ce fameux TRB qu'on a vu tout à l'heure, mais qui est aussi regardé dans le standard. Donc il reste tout de même des systèmes de régulation qu'on peut appliquer, et tout ce qui concerne la motorisation sur la variation de vitesse. L'air comprimé garde également ses fiches associées aux variations de vitesse, et également sur la récupération de chaleur. Donc une fois qu'on s'est dit ça, vous, en tant qu'industriel, ou en tout cas personne qui est adressé industriel, vous avez les fiches associées, mais sachez que sur un site industriel, vous n'avez pas que les fiches industrie, vous avez également le tertiaire. Ce qu'il faut regarder, c'est en fait l'activité au sein de la zone, du local, du bâtiment. Si vous avez des bureaux, par exemple, ou un entrepôt logistique, les fiches que vous devez utiliser sont les fiches tertiaires. Et également en lien avec un site industriel, on peut aller associer des fiches réseau. Donc, pour un site qui est un site industriel excédentaire en chaleur, qui a son voisin qui, justement, lui, aurait bien besoin de chaleur, on peut justement utiliser une fiche pour actionner le financement du système de récupération de chaleur pour l'amener vers le site voisin ou même vers un réseau de chaleur. Justement, que vient faire un petit peu Manergy donc dans les projets à la fois techniques et notre lien avec les C2E. Manergy, industrie, société d'ingénierie et de conseil, on est sur toutes les étapes clés du projet. Donc, pour la plupart, on commence par une partie faisabilité, qu'on est capable d'enchaîner sur les études avant projet, donc pour aller un peu plus dans le détail et permettre à l'industriel d'avoir toutes les informations en main pour appuyer sur le bouton et lancer les travaux avec toujours Manergy en tant que maître d'œuvre pour l'accompagner. Maintenant, si on regarde justement, Étienne parlait d'anticipation sur les projets, les C2E se regardent dès l'étude de faisabilité. Et l'intérêt, c'est que nos équipes sont justement formées, et où on intervient avec Étienne, c'est qu'on est dans tous les projets, puisqu'on est au développement, c'est de tout de suite
agiter le drapeau C2E pour pouvoir optimiser, d'un point de vue technique et financement, le projet. Bien sûr, vous le savez, dans les C2E, il faut signer la convention C2E avant de signer la commande ou le devis. Ça reste les étapes clés. Donc, une fois que tout ça est fait, il y a la réalisation des travaux. Donc, avec Manergy, c'est vraiment la capacité de pouvoir lier les deux pour ne pas passer à côté d'opérations et sinon d'être très pressé dans le temps pour pouvoir engager votre projet. Maintenant, une fois qu'on s'est dit ça, il y a des paramètres importants qui sont justement la valorisation. Un projet, on voit chez les industriels, le ROI est souvent un indicateur clé. Il est, d'après notre retour d'expérience, entre 3 et 5 ans. Au-dessus de 5 ans, c'est pas regardé. En dessous de 3, c'est super. Entre 3 et 5, on regarde. Donc, comment savoir quelle est la bonne valorisation à prendre? Vous avez aujourd'hui sur Internet 2 outils qui vous permettent d'avoir des tendances. Vous avez EMI que la plupart regardent en pensant que c'est une valeur actuelle. EMI est à regarder d'un point de vue passé, c'est-à-dire qu'elle vous donne en fait le montant des C2E échangés aujourd'hui pour des travaux qui ont été engagés dans le passé. Donc, en fait, votre dossier il est terminé. Et si on regarde à novembre 2025, le prix qu'on voit, c'est justement à 8 euros, quasiment 8,50 €. En fait, des dossiers qui s'échangent aujourd'hui en intégrant des coûts de structure, des coûts intermédiaires, des projets qui ont été engagés peut-être en 2024, peut-être début 2025. Donc, ne prenez pas cette valeur quand vous essayez de savoir si la valorisation qu'on vous propose à l'instant T est bonne. Vous avez cependant C2E Market, plateforme privée, ici, qui vous donne des prévisions, donc d'après un algorithme, des prévisions de taux en fonction de la fin de travaux et la livraison du dossier C2E. Donc, il peut prendre plus ou moins de temps. Pareil, vous voyez 9,68 €. Là, vous vous dites, mais moi, c'est pas ce que j'ai eu là sur mes derniers projets. C'est normal. Là aussi, les coûts internes et intermédiaires sont intégrés à ces valorisations. Vous voyez aussi des C2E précarité, mais ça concerne plutôt le résidentiel. Donc, ça montre un peu le delta, mais ce qu'il faut garder en tête, ce sont les prix C2E classiques. Donc là maintenant, voilà, vous savez un petit peu comment estimer, quoi regarder comme valeur. L'intérêt de Manergy, justement, puisque on travaille sur des opérations d'efficacité énergétique qui valorisent les C2E, notre rôle et ce qu'on nous a demandé auprès de nos clients, c'est comment est-ce qu'on peut savoir si la valorisation est bonne. Et Manergy se place là plutôt en tant qu'assistant maîtrise d'ouvrage AMO C2E pour pouvoir consulter des partenaires sur des critères qu'on définit ensemble et ainsi avoir à l'instant T la meilleure valorisation. Puisque la période est constituée de plusieurs années, la prochaine, ce sera de 2025 à 2030. Tout le monde n'a pas la même obligation et donc tout le monde n'a pas la volonté de devoir à un instant T engager un projet. Ce qui nous permet, nous, par contre, d'avoir, si en décembre 2025 ou janvier 2026, l'acteur numéro 2 est peut-être celui qui a le plus besoin de valoriser le projet C2E, il aura la meilleure valorisation. Avant de finir et de passer aux questions, petit cas concret justement, donc d'un client agroalimentaire. J'ai vu qu'il y avait des personnes donc en Bretagne 35, donc c'est justement un client de cette région-là, où on a été contacté pour effectuer une refonte de production de froid. Donc lors de la visite de site, on a commencé par un diagnostic froid, puisque la machine, au vu des besoins, nous semblait un petit peu élevée. Donc on a d'abord demandé au client de refaire un dimensionnement. Il s'est avéré que justement, à la fin de cette étude technique, il n'y avait pas besoin de autant de puissance que ce qui était installé et que l'intégrateur qui voulait faire du 1 pour 1, lui a permis justement de tout de suite lui dire il y a besoin de moins de puissance froid. En parallèle justement de cette étude technique, on a pu chiffrer justement le volume C2E associé, faire notre consultation car l'industriel avait lui aussi déjà une valorisation, un accompagnement, donc il avait déjà une valorisation qui lui était proposée au vu du volume qu'on avait pu calculer. Et à la fin de la partie avant-projet, on a pu donc donner le montant de financement C2E et donc avoir la convention qui allait bien pour pouvoir signer le devis et aujourd'hui réaliser, donc pour les travaux qui sont en cours, la maîtrise d'œuvre
en ayant obtenu, donc vous voyez que ça s'est affiché au niveau du budget de travaux, 83 000 € de C2E, donc qui représente 11% du CAPEX. Et en termes de résultats, ce qu'on peut retenir, c'est à la fois l'approche technique, donc d'avoir pu en fait redimensionner les besoins froids, donc en l'occurrence ici d'abaisser la puissance parce qu'il n'y avait pas besoin finalement d'avoir plus puissant et d'être finalement à 900 000, 1 million d'euros de travaux, et une augmentation de 6% de la valorisation par rapport à l'acteur qui accompagnait l'industriel. Il nous reste 10 minutes. On finit sur ce dernier point avec Étienne sur les autres leviers financiers avant de passer aux questions. Merci Guillaume. Effectivement, avant d'arriver à la conclusion dans les 2-3 prochaines minutes pour vous laisser le temps, je voulais évoquer 2 autres outils de financement